Hello tout le monde, pour ce nouvel épisode d'Aventure Humaine, je suis en compagnie d'Olivier de Montlivaud. Alors Olivier, après 10 ans d'expérience chez Darty, tu fondes SOS Accessoires en 2007, aujourd'hui leader de la réparation d'appareils électroménagers. 2 millions d'aspirateurs, frigos ou encore machines à laver ont pu être sauvés de la déchetterie grâce à ton équipe d'environ 50 collaborateurs. Tout récemment, en 2021, vous faites une belle levée de fonds de 10 millions d'euros pour vous développer à l'international et recruter plus de 30 personnes. Accessoirement, tu as 5 enfants et ensemble, aujourd'hui, on va parler principalement du 6e dans cet épisode. Ça te va comme programme? C'est parfait. Le sixième qui a occupé, je crois, plus de temps que tous les autres. Alors, première question pour bien qu'on pose le décor. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton environnement de travail au quotidien? Gaël, déjà, merci pour ton invitation. Je précise juste une petite chose. Nous sommes le leader de l'auto-réparation et de l'assistance en ligne. Hein. Notre activité est sur Internet, en ligne, pour aider les consommateurs à réparer leurs appareils électroménagers. Je ne suis pas encore le leader de la réparation D'accord. à la Darty Co, Oui, oui, oui. si je puis dire. Donc mon activité au quotidien en tant qu'entrepreneur, elle a fondamentalement changé, elle a beaucoup changé, particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque je suis passé, pour vous donner un ordre d'idée, je suis passé d'une équipe où j'avais deux directeurs et quatre cadres à une équipe où j'ai six directeurs et 15 ou 16 cadres, justement, suite à cette levée de fonds et à ce plan de marche extrêmement ambitieux que nous avons sur la table et que nous devons réaliser. Ben moi, mon boulot, c'est comme tout chef d'entreprise, c'est de mettre tout ça en musique. C'est de veiller, c'est de motiver, c'est d'analyser, c'est évidemment de beaucoup d'échanges avec les uns et avec les autres. C'est beaucoup de petits et de gros arbitrages, de petites décisions et de grandes décisions, court terme, moyen terme, long terme. Pendant des années, j'ai été dans le faire. J'aime à dire que les 2, 3, 4 premiers millions, c'est moi qui les ai faits. Euh, ou presque, en fait. Voilà, j'étais à la manœuvre sur tous les sujets, du point de vue logistique, du point de vue IT, du point de vue web marketing, du point de vue achat. On aura l'occasion sans doute de revenir dessus. Je suis un homme d'achat à la base. Et au fil des ans, c'est de moins en moins moi qui fais, et maintenant c'est plus moi qui fais. Il m'arrive encore de faire quelques petites choses, mais de manière opérationnelle, je suis maintenant, ça y est, entouré de gens qui savent plus faire, mieux faire que moi sur tous les aspects. J'aimais à dire qu'avant, voilà, j'étais le roi du colisage, le roi de la campagne d'acquisition ou le roi du traitement des fichiers Excel. Aujourd'hui, j'ai des gens qui gèrent les campagnes d'acquisition bien mieux que moi, qui gèrent non plus de l'Excel, mais du Python et la logistique, évidemment, et je ne parle même pas de la technique électroménager, où là, j'ai à peine un vernis culturel. Donc, grande évolution, évidemment. Et toute l'équipe, tout, tout le monde est au même endroit, Oui, nous même sommes tous bureau basés. et entrepôt logistique et studio de création de contenu. Exactement. C'est l'un des choix stratégiques forts de SOS et je pense l'une de ses forces, c'est que nous sommes toutes nos principales fonctions sont internalisées et sont réunies sur notre lieu unique, logistique, siège, bureau à Elancourt, et donc tout le monde se côtoie, mais plus que se côtoyer, travaille ensemble. Voilà, des techniciens électroménagers travaillent avec des rois du marketing, avec des cadreurs monteurs, avec des acheteurs, etc.
Super, ça doit évidemment participer à la bonne cohésion. Oui. Euh, Est-ce que tu te souviens du déclic ou de la raison qui a fait que tu as lancé SOS Accessoires? Oui. Euh, C'était bien évidemment chez l'artiste. Je pense que euh, il y a les inventeurs de génie. Il y en a beaucoup et il en faut. Et puis il y a ceux qui adaptent à partir d'une analyse d'un besoin insuffisamment satisfait. Moi, je suis très clairement dans cette catégorie-là. Et donc chez l'artiste, j'ai identifié, mais c'était pas propre à l'artiste, c'était propre à toutes les enseignes de distributeurs, qu'il était compliqué pour un consommateur d'acheter un produit, pièces détachées, accessoires, qui ne soit pas en gamme en magasin. Darty, comme tous ses confrères, gère en stock, sur entrepôt central ou sur magasin, quelques milliers de références. Mais le marché de la pièce détachée et des accessoires, c'est des dizaines et des centaines de milliers de références. Et bien, dès qu'on sortait de ce référentiel stocké chez les enseignes, là, ça devenait la croix et la bannière. Euh, les, euh, les consommateurs, dans le pire des cas, on leur disait que ce n'était pas possible de traiter et d'aller voir tel ou tel confrère en local. Et dans le meilleur des cas, on leur annonçait un prix et une disponibilité qui était évidemment insatisfaisante. Enfin, quand il vous faut 15 jours ou 3 semaines pour obtenir une télécommande d'un téléviseur, et Dieu sait si c'est important dans les foyers, je ne parle même pas d'une pièce détachée d'un lave-linge, forcément le consommateur est plus qu'insatisfait. Enfin, ça ne peut pas être satisfaisant. Et comme en plus ce sont des produits de besoin, des produits de contrainte, on est en mode SAV, il n'y a aucun plaisir à acheter à l'origine ce type de produit, puisqu'on est dans une forme de dépannage. Et en plus de ça, ce sont des produits sur lesquels il n'y a pas de travail marketing classique réalisable. Pas de cross-selling, de upselling, de promotion. Enfin, Gaël, j'aurais beau te vendre le joint de Hublot à moins 90%, si t'en as pas besoin, tu me le prendras pas. Et j'aurais beau te le donner, mais même si je te l'ai, tu ne le prendras pas. Il n'y a absolument aucun intérêt en soi, c'est juste parce que ce produit, il répond à un besoin pour te permettre de réparer et surtout de faire fonctionner un appareil qui, lui, dans certains cas, est même quasi vital, ou en tout cas est important. Donc, pour ça, Internet, j'ai clairement identifié que c'était un canal fantastique. Alors après, faut imaginer, il y a 13-14 ans, le web, évidemment, Internet existait, mais le web marchand n'était absolument pas aussi développé qu'aujourd'hui. Amazon était tout petit, hein. On oublie. Surtout en France, oui. Amazon, il y a 10-15 ans, je dis pas que c'était des nains, mais en tout cas, ils n'étaient pas du tout à la puissance au niveau d'activité de puissance qu'ils ont aujourd'hui, et plein d'autres. Mano n'existait pas, oui. Par exemple. Et donc, j'ai clairement identifié qu'Internet était un canal fantastique pour traiter ce type de produits. J'en ai évidemment parlé un petit peu en interne, mais dans ces grosses machines, quand on n'est pas en prise de décision, voilà, forcément c'est un peu difficile. Et donc j'ai commencé à mûrir mon projet pour moi-même, pour envisager de monter une société dédiée à cela. Alors, comme tout apprenti entrepreneur, voilà, j'ai fait mes business plans, j'ai fait des beaux PowerPoint, des beaux tableaux Excel. J'ai été voir des personnes a priori de bons conseils de mon réseau pour qu'ils évaluent, pour qu'ils me conseillent, pour qu'ils me corrigent. J'ai été voir des incubateurs. Au final, au bout du bout, le projet semblait tenir la route, mais voilà, c'est comme tout projet qui tient à peu près la route, il y a à peu près autant de plus que de moins, hein, dans le fameux tableau qu'on fait au final avant la prise de décision. Voilà, j'ai beaucoup plus, j'ai aussi pas mal de moins, et ce qui va faire la différence, c'est j'y vais pas. Et c'est l'action et c'est l'exécution. Et le j'y vais pas, c'est
c'est propre à chacun. Et il faut tout pour faire un monde, hein, des médecins, des fonctionnaires, des banquiers et des entrepreneurs. Voilà, moi je ne le savais pas, mais je portais en moi cette fibre-là, et donc j'ai décidé de concert avec ma femme, parce que c'est vraiment une aventure, et tu le sais, à ton niveau, l'entrepreneuriat, quand on est en couple, c'est une aventure à deux, parce que c'est pas dur, c'est pas très dur, c'est incroyablement difficile. Et donc, du coup, voilà, c'est une aventure à deux, même si c'est moi, évidemment, qui était exclusivement à l'opérationnel, mais derrière, en back-office, si je peux dire, il fallait que ça tienne. Oui. C'est vraiment de concert, et ça concerne obligatoirement pas qu'une seule personne. Mais oui, mais parce que le mix, enfin, on le voit de plus en plus, mais encore plus quand on est entrepreneur, le mix vie privée, vie professionnelle, enfin, il n'y a plus de frontières. Et quand on est entrepreneur, on vit, on est totalement picousé par ça. Il y a évidemment une forme d'adrénaline. Il y a enfin, quand on a la chance d'avoir des petits succès, c'est merveilleux. Mais il y a aussi plein d'anicroches, plein de déceptions, plein de coups de mou, plein de coups durs. Donc, il faut encaisser soi-même et son entourage. Encore plus sur cette partie de lancement et de création, où justement, tu le rappelais, tu avais toutes les casquettes. On doit tout gérer, on doit tout apprendre et retester et itérer. Là maintenant, on va dire qu'il y a peut-être une équipe plus solide et plus disponible. Donc tu te reposes sur elle. C'est un petit peu différent, mais c'est totalement différent. Mais c'est cette maturation qui m'a permis, là aussi, ayant été en maîtrise et en action sur tous les sujets pendant des mois et des années, j'en suis convaincu, plus capable de mieux maîtriser, de mieux piloter, de mieux manager mes équipes d'experts, entre guillemets. Ouais. Et justement, pour se remémorer un petit peu ce début de lancement, est-ce que tu as un souvenir à nous partager, une rencontre, un premier contrat, un premier deal, un premier succès dans cette première partie de création d'SOS Accessoires? Pour moi, c'était magique. Le monde du web, je ne connaissais pas à titre professionnel. J'ai découvert le web, et je me souviens très bien quand j'ai lancé mon site. Je l'ai mis en ligne, et il y avait mon frère juste à côté de moi, puis j'attendais les ventes. Et je me souviens, je ne sais pas si c'était au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, en tout cas c'était assez rapide, dans la première demi-journée, j'ai fait ma première vente. Et là, mais en fait, cette première vente, elle était évidemment totalement achetée. J'avais acheté un mot-clé Google, je ne me souviens plus lequel, de vidange, je ne sais pas quoi, un truc de ce type-là. J'ai dû le payer fort cher, ce client. Mais je le savais à peine. C'est après coup que j'ai vu la note, si je puis dire. Mais en 1 heure, 2 heures ou 3 heures, j'ai fait ma première vente. Et là, je me souviens, je me dis, ça y est, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi, pour combien de temps, pour quel succès ou non-succès je suis parti, mais ça y est, c'est parti. Ce pourquoi je travaille depuis 6 mois, enfin depuis plus que 6 mois, ce pourquoi j'ai quitté mon ancien employeur depuis plus de 6 mois, ce à quoi je pense depuis plus d'un an, pour lequel j'ai réfléchi, j'ai préparé, j'ai hésité à y aller, et puis finalement j'y suis allé parce que je n'ai pas eu envie de regretter toute ma vie de ne pas y être allé. Ça a vraiment été le déclencheur. Et ben ça y est, c'est parti. Et les débuts de succès, alors au début ils étaient modestes, très honnêtement, mais chaque année, chaque mois, chaque année, ça progressait par paliers. Et ça s'est fait évidemment c'est le fruit d'un travail, le fruit d'un moment. Je crois énormément au momentum, et je pense que c'était vraiment le bon moment. C'était les débuts de l'internet marchand
avec un début d'appétence, on commençait à sortir de ces débats où une majorité de gens, d'internautes, à l'époque on ne parlait même pas d'internautes, il y en avait assez peu, hésitaient à rentrer leur code Oui. pour payer en ligne. Ça demeurait. Mais avant, une majorité de Français disaient non, moi jamais je ne paierai en ligne parce que je vais me faire pirater. Ça y est, la bascule se faisait. Et je me suis appuyé sur comme tout entrepreneur, je pense, sur de belles rencontres. L'une d'entre elles, je vous la cite, parce qu'elle est là aussi au cœur de mon démarrage. Je suis un site marchand. Je ne vends bien que ce que j'achète bien. C'est, pardon, une lapalissade, mais c'est une évidence. Et bien cette évidence s'est convertie grâce à une belle rencontre d'une marque, parce que je suis allé démarcher une bonne partie des marques du secteur, comme je te disais juste avant, avec mon beau tableau Excel et mon beau PowerPoint, en leur disant je suis en train de monter un truc incroyable, et j'exagère, voilà. J'étais évidemment un peu plus modeste que ça, mais en tout cas quelque chose qui pouvait les intéresser. Et c'est pas du tout la même chose, tu imagines, de discuter avec Philips, avec Whirlpool, avec Brandt, avec ta casquette partie, qu'avec ta casquette entrepreneur qui est juste un PowerPoint à présenter. Mais avec cette expérience chez Darty, quand même. Mais voilà, avec cette expérience chez Darty qui permettait aussi, pour ceux que je connaissais un petit peu, déjà une première relation, et ceux que je ne connaissais pas, il y avait un certain référentiel. Voilà, je ne sortais pas complètement de nulle part dans le secteur. Eh bien, Whirlpool, et là je tiens à la citer, Whirlpool est la première marque, le premier groupe qui m'a fait confiance. C'était Olivier de Bellecombe, le patron de la direction des pièces et accessoires à l'époque, et qui m'a fait confiance à des conditions qui me permettaient de démarrer un beau business. Et puis derrière, forcément, quand vous avez une très belle marque, un très beau groupe qui vous fait confiance, c'est plus facile d'aller discuter avec les autres en disant, votre grand concurrent, votre cher voisin, lui, il a dit oui, donc vous pouvez que dire oui. Alors évidemment, tous n'ont pas dit oui. Ça a mis du temps. Et j'ai mis du temps à rentrer toutes les marques, et aujourd'hui on les a toutes, ou presque. Ça s'est fait au fil des années. Ah, c'est toujours pareil. Le premier million, la première vente, le premier collaborateur, c'est toujours ça qui prend le plus de temps. Le premier collaborateur, moi je l'avais tout de suite. Très clairement. C'était important dans le plan. C'était à quelle fonction? J'en ai eu un et demi tout de suite au lancement, assistante, alors à l'époque c'était une assistante commerciale, mais en fait qui faisait tout, du produit, des achats, de la compta, du web marketing, enfin on faisait tout, même un peu de logistique, et un alternant en logistique pour pouvoir réceptionner, préparer, expédier. Voilà, donc dès la première semaine, dès le premier mois, j'avais 1,5 salariés payé, c'était pas du stagiaire, j'insiste, c'était du salarié payé chargé, alors que moi, bien évidemment, comme tout entrepreneur, j'ai mis une paire d'années avant de pouvoir me payer. Et justement, ce stock ou cette logistique, elle se passait où? Dans un garage? Presque. En fait, j'ai eu la chance de ne pas commencer dans ma cave. Mais je me suis associé avec un ancien collègue de Darty, un ami, Michel Dasneves, qui était parti 1 an et demi avant moi de chez Darty, qui avait monté lui aussi un site internet d'accessoires moto, qui s'appelle XTEM Moto. Donc en termes de timing, il était un peu en avance sur moi, et il venait de prendre un entrepôt qui à l'époque était un peu grand pour son activité, et il m'a proposé de m'accueillir sur un bout de sa surface, entrepôt et bureau, qu'on a aménagé ensemble, et puis de mutualiser un certain nombre de postes.
voilà, évidemment, Un super deal, le loyer, mais aussi les transporteurs, etc. Donc du coup, ça m'a permis aussi d'avoir tout de suite un vrai endroit pour travailler mes produits logistiquement, et puis pour travailler moi tout court et pas être dans mon salon ou dans ma chambre, comme le sont beaucoup d'entrepreneurs. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir une base de départ. Magnifique. Ça, c'est un super deal et ça doit vraiment, ça a dû participer au succès de ne pas être tout seul au quotidien dans un bout de cave ou un bout de garage, c'est sûr. Exactement, parce que c'est l'une des difficultés, en tout cas des points de réflexion que j'ai eus, c'est association ou pas association. C'est, enfin, je le crois, enfin, tu croises beaucoup d'entrepreneurs. Je crois que dans la majorité des cas, les projets de création d'entreprise sont des projets à plusieurs. Dans une majorité des cas, c'est au moins deux et parfois même plus. Sur le papier, j'y étais pas hostile, bien au contraire. Mais il se trouve que je n'ai pas eu cette Il n'y a pas eu. opportunité, cette rencontre à ce moment-là. Et puis je ne voulais pas m'associer pour m'associer, parce que l'association, c'est compliqué. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Un mariage, il y en a un sur deux qui lâche. Je ne sais pas dans l'association combien c'est, mais enfin, à mon avis, ça doit être dans les mêmes proportions, si ce n'est pire. On n'a pas sur l'oreiller pour se réconcilier, si je puis dire, en plus. Oui. Donc, on connaît tous des histoires où des associations peuvent mal virer. Mais d'un autre côté, voilà, à deux, on peut être au moins deux, voire trois ou quatre fois plus fort. On peut se remonter quand on a un coup de mou, on peut se répartir, etc., etc. Moi, je n'ai pas eu cette chance, opportunité, possibilité. Donc, j'ai monté et développé mon business, non pas tout seul, parce que je me suis entouré, mais c'est pas la même chose d'être entouré de salariés, de partenaires, qu'être avec des co-actionnaires. C'est sûr. Mais est-ce que vous avez partagé des réflexions, des moments avec avec Michel, ce partenaire, avec Michel? Avec Michel, Ça, et on continue encore. Alors maintenant, on est géographiquement un peu plus éloigné parce que lui, il est dans le 95 et moi dans le 78, mais pendant 2-3 ans, oui, énormément. On a passé, on était pas 24 heures sur 24, mais on était 15-16 heures par jour ensemble. Oui. C'est peut-être la meilleure des dispositions quand on est solo fondateur, d'avoir un partenaire aussi proche au quotidien sans qu'il y ait cette subjectivité de l'association, des parts de l'actionnariat. C'est peut-être une liberté plus grande et du coup une meilleure prise de recul et réflexion à En tout deux, cas, quoi. oui, très clairement, c'est une très bonne chose. S'il y a une bonne entente et une certaine complémentarité, et dans nos métiers, il y avait évidemment des synergies, cela nous a permis, en tout cas moi, ça m'a très clairement permis de franchir mes premiers paliers de développement. Super. Si on fait un rapide accélérateur, aujourd'hui, l'activité a énormément changé et s'est énormément développée. On ne va pas revenir sur l'essor d'Internet et le besoin, le consommateur, le quotidien de l'acheteur. Mais on va dire que la stratégie de création de contenu aujourd'hui est essentielle. À partir de quand vous avez un petit peu mis ça en place? On voit une chaîne YouTube avec plus de 10 millions de vues, on voit plusieurs milliers d'abonnés. Comment s'est opéré un petit peu ce changement avec un besoin de consommer d'abord du tutoriel, d'abord du contenu et après d'acheter? Comment ça s'est opéré chez vous? En fait, évidemment, ça s'est fait petit à petit. Je te dirais pas que tout ça, je le portais en moi au moment de la création. Ça serait mentir. Ça n'est absolument pas vrai. Comme tout modèle d'entreprise, mon modèle a évolué. Et il a évolué d'un modèle très accessoire, d'où son nom SOS Accessoires. Hein. C'est aussi simple que ça. Ce que j'appelle un accessoire dans notre univers électroménager, je parlais des télécommandes, c'est un plateau, c'est
un filtre, bref, des produits assez peu techniques. Il a évolué assez rapidement sur les pièces détachées, les pièces techniques, donc ceux qui nécessitent, pour faire simple, l'intervention d'un outil, l'utilisation d'un outil, tournevis, pince, etc. Donc les résistances, les joints, les courants. Donc ça, c'était très bien, ça nous a permis de nous développer, mais de nous développer principalement, ce que j'aime à dire, auprès des papis bricoleurs. Donc on a tous dans nos entourages si on n'est pas soi-même très bricoleur, moi je le suis moyennement, toi Gaël, je sais pas si tu l'es. Je suis un peu mon père beaucoup. Ah, voilà, il a construit une maison de A à Z, par exemple. Voilà. Je vois très bien. Moi aussi, j'ai un frère comme ça. Il est comme ça. J'admire. Magnifique. Mais moi, je n'ai pas ce talent-là et ce goût-là. Mais on a tous dans nos entourages quelqu'un qui est un frère, un père, un beau-père, un cousin, un voisin, qui a ces aptitudes et ce goût-là. On va dire qu'en France, il y en a 2-3 millions, selon les panels type GEK. Donc c'est pas mal. Mais sur 30 millions de foyers, ça fait jamais qu'un dixième, au mieux. Donc, ça signifie que nous ne nous adressions pas sur la partie technique à 90% de notre marché. Et donc exprimé par un certain nombre de consommateurs, bricoleurs, mais qui arrivaient à des limites. Exprimé aussi dans le cadre d'une analyse du marché, tout simplement, de modèles aussi à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons qui s'étaient développés en la matière avant nous. Nous avons décidé, il y a 5 ans maintenant, de produire des contenus, justement pour aider les gens à franchir le pas de l'autoréparation. Parce que notre principal adversaire, notre principal compétiteur, c'est celui-ci, c'est le mauvais réflexe que nous avons tous, à un moment ou à un autre. Quand j'ai un problème, je rachète. Je rachète pour plein de raisons, la plupart du temps des mauvaises raisons. Si je suis pas sous une grosse pression économique, voilà, je vais. Mais même si je le suis, ensuite je vais faire un arbitrage parce que c'est trop compliqué, parce que je sais pas, j'ose pas, je vais pas y arriver, je vais rester en rade, etc., etc. Donc nous, notre but, ça a été de fournir aux consommateurs, par ce fameux canal internet fantastique pour ça, des contenus et des services qui aident tout un chacun à avoir les moyens de franchir le pas de la réparation et d'y arriver. D'où ces fameux tutos, ces vidéos. Donc c'est aussi bien de l'image que de l'écrit. Évidemment, les tutos YouTube sont très importants, mais les écrits aussi viennent les notices compléter ça. Et des schémas. Exactement. La mise à disposition de schémas de notices sur notre site. La construction d'un chatbot technique. Quand je dis chatbot, c'est pas où en est votre commande. C'est un truc sérieux, technique. C'est mon lave-linge fuit. Possibilité 1, possibilité 2. Enfin, donc on va avec un modèle d'arbre de décision, tout simplement. On n'est pas dans l'IA, mais on s'en rapproche avec un gros contenu qui permet là aussi de traiter bon nombre de problèmes consommateurs, problèmes techniques électroménagers de consommateurs, et puis évidemment avec une assistance technique en ligne, parce que nous avons nos propres techniciens. J'ai recruté chez SOS Accessoires des vrais techniciens électroménagers depuis 4-5 ans, ce que nous n'avions pas auparavant. Je t'ai dit que je n'étais pas technicien, je connaissais les produits, les pompes de vidange, pour faire court, mais je ne savais pas ou pas bien comment la réparer. Réparer le lave-linge et poser cette fameuse pompe de vidange. Donc nous avons recruté ces techniciens pour produire ces contenus, écrits et vidéos, et pour assister en ligne, mail, chat, téléphone et visio, depuis 1 an maintenant, les consommateurs, pour qu'ils aient tous les moyens, du moins bricoleur jusqu'au plus bricoleur, pour arriver à réparer. Et ça a tout changé. Et ça a sacrément accéléré vraiment le développement de SOS Accessoires, oui. Parce qu'avant, voilà, c'était de la transaction, et là, il y a de l'assistance,
vraiment une communication et vous prenez par la main dans toutes les situations. Avant, voilà, on adressait le client qui savait ce qu'il cherchait. La pompe de vidange, du lave-linge de telle marque, telle référence. Le filtre de tel appareil, telle marque, telle référence. Et là, on était très bon sur ce qu'on appelle les requêtes longue traîne, les requêtes très qualifiées, très précises, en direct ou via les marketplaces, parce qu'évidemment le modèle de SOS Accessoires, comme la plupart des modèles Internet, peut difficilement se passer de toutes les marketplaces. Hein. On va pas citer de marques, on les connaît tous, les américaines et les françaises. Mais la force du modèle de SOS Accessoires, par ses contenus, justement, c'est d'attirer des gens que les places de marché ne peuvent pas ou mal adresser, parce qu'elles ne savent pas faire traiter et produire du contenu, et encore moins faire de l'assistance en ligne technique. Ouais, c'est sûr. Magnifique, et on voit quand même les étapes depuis 12-13 ans qui font que vous avez traversé et vous avez dépassé, vous avez compris vraiment ce marché voilà, ça s'est construit progressivement, et évidemment, voilà, on est à l'affût en permanence, on suit les évolutions de notre marché, et notre marché est devenu particulièrement en visibilité ces derniers mois, ces 2 dernières années. Confinement, évidemment, on était évidemment sur ce qu'on appelle un business Covid-friendly, mais ça, Dieu soit loué, c'est du passé, on espère. Et puis, une certaine pression réglementaire. Enfin, on est dans le cadre de ce que j'appelle une écologie pragmatique. C'est du bon sens, quoi. De tenter de réparer un lave-linge de 50 kg qui, pour sa production, nécessite le rejet de plus de 70 ou 80 kg de rejet de CO2, de le prolonger d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, juste avec un peu d'huile de coude et 10 euros ou 20 euros de pièces détachées, c'est du bon sens. C'est du bon sens, et ça fait du bien au portefeuille de chacun d'entre nous, et en plus de ça, ça fait du bien au bien commun, à la planète. Et est-ce que tu as remarqué la petite pièce de confiance et de fierté supplémentaire aussi chez les réparateurs et les bricoleurs qui arrivent à dépasser cet obstacle dans leur journée? Oui, c'est exactement ça, parce que si tu m'avais dit il y a quelques années que SOS Accessoires ferait des JT, intéresserait des médias, des podcasts, j'aurais souri gentiment, en disant bon voilà, moi je vends des pompes de vidange et des brosses de position, d'accord, ça fait rêver personne. Mais en fait, parce que les gens qui s'adressent à nous, ils sont dans une forme de galère. Ils ont en tout cas un petit ou un gros problème. Ils sont dans une démarche SAV, ça fait plaisir à personne, que ce soit un problème de plomberie, un problème de voiture, de serrurerie ou d'électroménager. Mais la grande différence avec tous les autres biens de consommation, où on se fait plaisir en s'achetant un produit culturel, une belle paire de pompes, une belle petite fringue, ou en allant voir un film ou je sais pas quoi, on se fait plaisir. Mais on est passif, c'est très fugace. Le plaisir, il est très bref. Alors que dans notre cas de figure, les consommateurs, dans la majorité des cas, ils viennent vers nous, ils sont pas très contents. Ils ont rarement la banane en se connectant sur SOS Accessoires. Mais en y arrivant, en collectant de l'info, en avançant dans la résolution de leurs problèmes et en résolvant leurs problèmes, surtout quand physiquement ils ont fait avec leurs 10 doigts, qu'ils ont démonté, qu'ils ont réussi à poser la pièce qu'un merveilleux marchand SOS Accessoires leur a livrée en 24-48 heures, et miracle, en plus c'est la bonne pièce, coup de chance, je plaisante, et qu'il arrive à la poser. Et là, que le lave-linge repart alors que ça faisait 5 jours que sa porte était ouverte et que le linge s'entassait et que c'était la guerre à la maison, là, mais quelle fierté! Quelle fierté, et puis, déjà à la maison.
monsieur vis-à-vis de madame ou madame vis-à-vis de monsieur, parce que c'est dans les deux sens. Il y a de plus en plus de femmes qui sont, y compris sur les pièces techniques, qui sont nos clientes. On est presque à l'équilibre dans nos clients. Mais même dans notre entourage. Tu en parles à tes copains, tu en parles à ta famille. Le samedi soir, tu vas en parler avec des trémolos dans la voix, tellement tu seras fier d'avoir réussi en t'appuyant en plus sur des super sites, des super conseils, des super techniciens, etc. C'est vraiment du vécu. Oui, et on a des témoignages tous les jours par dizaines de consommateurs, y compris des non-bricoleurs. Moi, il y a un truc, ce qui m'amuse, c'est que on avait fait il y a quelques années un reportage, on était passé sur M6 Capital. Je me souviens très bien, le journaliste cherchait évidemment à voir in situ le cas d'un client faisant appel à nos services. Et pas dans le cadre d'un montage, tu vois, c'était oui. Capital, c'est pas cache investigation, mais voilà, ils sont pas là pour servir la soupe non plus. Même s'il y a une forme de bienveillance, s'il y a un souci, ils vont le dire. Et donc, ils voulaient un témoignage client. Bah, pas de problème, on va vous fournir un client qui a commandé, qui a posé, et puis on va lui, s'il accepte, il va témoigner. Non, moi je veux pas ça. Je veux quelqu'un qui vient de commander, et je veux être là à la réception de la pièce, et je veux le voir fonctionner, savoir comment il va faire. Donc, un peu plus de pression. Petit risque, hein. Là, t'es quand même, puis c'est en direct, hein. Oui. Enfin, c'est pas en direct, mais il diffuse le contenu, quel qu'il soit très bon, moyen ou pas bon. Donc là, il était hors de question de prendre quelqu'un, qu'on a travaillé avant, si je puis dire, y compris quelqu'un de nos entourages. Donc c'était le journaliste, on lui a donné trois clients, 4 ou 5 clients, qu'il a appelés parce qu'il fallait les convaincre aussi. Nous, on avait essayé au départ, ils voulaient pas, hein, parce que quand tu dis aux clients qu'ils vont passer à la télé, en général, j'aime pas trop, quoi. Surtout sur un truc en plus SAV, voilà. Donc bon, voilà, le journaliste, il a réussi à convaincre un client, une cliente. C'était une dame. Je veux dire qu'on était un petit peu inquiet sur la manière dont allait se dérouler devant la caméra la réparation, ce qu'elle allait dire et faire. Ah ben écoute, c'était bluffant. C'était bluffant. Parce que cette dame, je me souviens, c'était une cliente d'Orléans, elle a expliqué et elle a montré devant le journaliste filmé sa démarche qu'elle avait faite avec les tutos, et elle a fait en direct à la réception de la pièce devant la caméra le changement. C'était un joint du hublot, je crois. Et elle a réussi à le faire en une demi-heure. Enfin, moi, j'aurais jamais fait aussi bien. Alors qu'elle n'était pas bricoleuse. C'était la preuve par l'exemple. Voilà. C'était exactement ça. Et des témoignages comme ça, on en a à titre privé énormément. Ça doit être une magnifique source de motivation et de poursuite. Si on fait un petit flashback et si on revient à ton enfance, est-ce que tu te rappelles quel métier tu voulais exercer? Ah oui. Un truc complètement différent. Tu vas sourire, je voulais travailler dans les relations internationales. Ah bah, peut-être que grâce à ce qui s'est passé en 2021, vous allez y arriver. Il y a une croissance et un développement à l'international. Nous avons une croissance internationale, enfin sur les pays européens qui jouxtent la France, hein, donc Allemagne, Italie, UK et demain Espagne. Mais à l'époque, ça n'était pas les rôles, enfin, ça n'était pas de faire du business, c'était pas faire de faire du commerce, c'était vraiment de travailler dans la diplomatie, dans les relations internationales. J'ai commencé même mon activité professionnelle là-dedans, dans les relations France-Québec.
Oui. Et puis bon, voilà, j'en suis très rapidement sorti, parce que pour deux raisons. Parce que je n'avais pas fait les études qui permettaient d'atteindre les plus hautes sphères. Hein. Donc en gros, si tu n'as pas fait l'ENA ou le cadre d'Orient, dans ce genre de branche, c'est pas la peine. Deuxièmement, j'avais sans doute pas les qualités pour ça, de patience et de diplomatie déjà, peut-être. Et puis troisièmement, ce qui m'a manqué très clairement, c'est la sanction du résultat. Dans ces univers-là, on est sur des process beaucoup plus long terme, on est assez peu en maîtrise. Et ça, moi, ça me manquait. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis rentré dans un tout autre univers. Je suis passé de relations internationales à Darty. Donc autant dire que voilà, c'est un sacré choc culturel. Mais du coup, ça a été une bonne évolution. Relations internationales, Darty, entrepreneuriat, web. Il y a un certain fil conducteur, et ce fil conducteur, il est, pour moi, c'est la prise de risque mesurée. Je sais, je suis quelqu'un qui aime le risque, mais de manière mesurée. Je suis pas, voilà, pas un aventurier. C'est pas un risque à tout, quoi. Oui. Non, je ne risque pas tout. Voilà, j'aime risquer, mais j'aime aussi sécuriser. Voilà. Je comprends. Je suis le joueur qui sait prendre ses gains. Tu vois. Oui. Et qui refait pas tapis sur tapis sur tapis. Oui, non, voilà. C'est pas, voilà. Parce que ça, sur la durée, ça fonctionne pas, c'est pas possible. Alors, on en connaît tous. Et quel rêve voulais-tu réaliser enfant? Est-ce que ça avait un rapport avec ce métier ou quelle aspiration tu avais? Non, ça n'avait absolument... Si tu m'avais dit que je serais entrepreneur, j'aurais rigolé. Non. Il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre qui, de toute éternité ou presque, enfin on en voit, ils fourmillent d'idées, ils sont pas toujours très gérables, ils sont extrêmement dynamiques, aventuriers, etc. Moi, je n'étais pas comme cela. Je ne visais pas l'entrepreneuriat. En revanche, voilà, je voulais faire quelque chose de grand et de beau, je ne savais pas quoi. Ok. C'est beau de... En tout cas, de différent. C'est là où c'est très important, et c'est en cela que l'entrepreneuriat m'a ouvert ses portes, et deux, m'a permis de m'épanouir, c'est de faire les choses différemment. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Dans notre monde, tout existe. Oui. Et moi, dans ma petite partie, je ne suis qu'un commerçant. Un commerçant web. Donc, d'arriver à créer quelque chose qui se développe fortement au point d'embaucher, voilà, d'avoir plus de 70 salariés, d'avoir levé 10 millions, de faire des millions et des dizaines de millions d'euros de chiffre, ça n'est possible que si on les fait bien, ça c'est une évidence, mais différemment. Oui. Parce que sans ça, on est copiable, et on est copiable par plus gros que soi. Donc de toute façon, si on ne fait pas différemment, on est condamné. Soit ne jamais décoller, soit être bouffé. Exactement. Toujours un élément de différenciation. Et est-ce que tu peux nous partager ce que faisaient comme métier tes grands-parents, tes parents? Il y avait une sorte de fil conducteur aussi ou pas? Aucun, j'exagère. Je suis le premier entrepreneur de ma famille, ça c'est sûr. Il y en a d'autres depuis, quelques autres, mais non, je ne suis pas fils et petit-fils d'entrepreneurs. Mon père était cadre moyen dans l'automobile, très intéressé par les sujets économiques, et j'étais très intéressé par les sujets économiques, mais plus macro, plus version un peu
stratégie, enfin voilà, mettre les mains dans le cambouis et tout, non, c'était pas la compta, le marketing, tous ces Oui. trucs-là, assez scolaires, ça me fatiguait. En tout cas, ça ne m'intéressait pas énormément. Mon grand-père, non, il était militaire, il était officier. Il a dû être héroïque puisqu'il a eu la croix de guerre avec Palme. Donc tu vois, c'est Ah, après, hein, je ne le suis pas du tout, mais donc c'est quand même la plus haute distinction de l'armée française. Mais voilà, je n'ai jamais eu de modèles familiaux ou dans mon entourage d'entrepreneurs. Non. Il en ok. faut bien un premier. Mais, j'imagine une certaine rigueur et un certain cadrage dans la gestion, dans l'analyse des risques. J'imagine bien déjà un petit peu le lien quand même. Oui, exactement. Un certain goût du risque maîtrisé, une grosse capacité de travail quand on est motivé. Je précise quand on est motivé. Bien sûr. Et du coup derrière qui permet de sacrément délivrer. Hmm. Hmm. Du coup, maintenant, si on revient encore une fois à SOS Accessoires, est-ce que tu peux te rappeler, te remémorer de quelle façon un échec que tu avais vécu avant t'a finalement préparé à cette réussite? Un de mes anciens boss, ça je me souviens bien euh, chez Darty, m'avait demandé un rapport. C'était voilà, sur le marché SAV dans le cadre du groupe Darty, Mhm. et j'avais pas été bon là-dessus. Je me souviens très bien que j'avais pas été précis, j'avais pas été au bout de l'analyse, au bout des chiffres. Je n'avais pas suffisamment collecté d'informations. Résultat, ma présentation était très moyenne, à ses yeux comme aux yeux des autres interlocuteurs qui étaient présents. Et bref, je n'avais pas été bon. Ça a sans doute, pendant quelques mois, voire 1 ou 2 ans, freiné mon évolution. Parce que j'ai pas répondu présent à un moment où j'aurais dû, pour des raisons évidemment professionnelles, mais aussi pour des raisons un peu tactiques, personnelles, sacrément délivrer. Derrière, ça m'a servi de leçon, d'expérience, et aujourd'hui, je m'efforce, enfin aujourd'hui et depuis un certain temps, depuis une paire d'années, dans le cadre de SOS Accessoires, mais aussi dans les années qui ont suivi chez Darty, de travailler beaucoup plus en profondeur et de manière beaucoup plus analytique tous mes sujets. Et on est, nous, sur le web, et particulièrement sur les métiers de la pièce détachée, sur des métiers de données. C'est Big la data donnée. à fond. Exactement. La data. Et ça, c'est très important de faire parler les chiffres. Des Parce qu'on peut leur faire dire tout et des fois le contraire selon l'angle que l'on prend. Oui, et pour ça, il faut bien les collecter, Hmm. en qualité et en quantité, et il faut bien les analyser et choisir les bons angles d'analyse, parce que sans ça, on peut se retrouver face à un magma dont on ne sait que faire, ou sur lequel on va avoir des mauvaises analyses et derrière potentiellement des mauvaises prises de décision. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. J'ai lu un livre qui s'appelle Big Data, euh, euh, les données je crois qu'il y a le mot frigo dedans. Je retrouverai Ah bah ça m'intéresse, ouais. le titre. Ouais. Envoie-moi le titre, ça m'intéresse. Très bien, je le mettrai aussi dans les notes. Quelle croyance as-tu fait exploser ces dernières années? Quelle Quelle croyance. croyance? Qu'est-ce que tu avais
qu'est-ce que tu croyais qui a complètement, tu as complètement changé de paradigme de ce côté-là? Ce modèle de l'autoréparation pour tous. Comme je te disais précédemment, je suis moyennement bricoleur. Et il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non. J'y crois, enfin, je sais pas si j'y crois pas, mais en tout cas, je n'y pensais pas. Là, je l'ai vraiment vu à la création de nos premières vidéos. L'appétence quantitative et qualitative, l'intérêt qu'ont manifesté les internautes, nos clients derrière sur nos premières vidéos, qu'on faisait faire en extérieur, pas un prestataire au départ. Donc on avait embauché une boîte de prod avec un acteur donc on l'a fait faire. Les premières dizaines de vidéos et rapidement on s'est rendu compte que voilà, pour des raisons de qualité, pour des raisons de délai de délivrance, pour des raisons économiques, forcément il faut bien qu'ils prennent sa marge, pour des raisons de maîtrise technique, on n'allait pas pouvoir rester sur ce modèle-là. Donc derrière, voilà, j'ai embauché des cadreurs monteurs, on s'est formé, j'ai embauché des techniciens dont des capables et désireux de passer devant la caméra. Au début un peu comme ça, et puis après aujourd'hui tu peux pas leur enlever. Hein. Non mais voilà, on prend goût à la caméra ou au micro, tu dois savoir ça mieux que moi. Et derrière, c'est quelque chose où il y a quelques années, je t'aurais dit, oui, bon, pourquoi pas, au mieux. Alors qu'aujourd'hui, et ce depuis quelques années, je suis convaincu que c'est le levier de développement de notre activité passé, présent et encore futur, parce que le potentiel il est encore extrêmement important. Il y a au moins autant, si ce n'est plus, de gens qui, je me répète, qui continuent à ne pas tenter de réparer quand ils sont face à un problème électroménager. Bien sûr, bien sûr. Donc on n'arrivera pas à tous les séduire, mais on doit tendre vers le 100%. Si j'arrive à 80 ou 90%, là, c'est gagné. Très très beau gagné. En tout cas, on sera content. Ouais. Et ce, dans tous les pays européens, magnifique. Oui, parce que là-dessus, la France est plutôt en pointe. Paradoxalement, sur ces sujets-là, la France est en avance sur l'Allemagne. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs. Alors, on est une petite société, mais une société qui commence à présenter des beaux métriques et des belles évolutions. Il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui en Allemagne. Parce que sur ces sujets de la réparation, de l'autoréparation, la France, les Français sont en avance. Merci de le souligner pour une fois, c'est sympa. Non, mais c'est pas mal, c'est important, parce qu'on peut se dire les Allemands sont écolos beaucoup plus que les Français, etc. Eh bien, en la matière, non. Et toutes les orientations et les choix de nos autorités nationales et maintenant qui sont transposées de plus en plus au niveau européen sont beaucoup plus importantes en la matière en France qu'en Allemagne. Indice de réparabilité, de main durabilité, fonds de réparation, tout ça, ce sont des initiatives françaises et qui sont à l'origine française et qui commencent à avoir leur déclinaison dans d'autres pays, Espagne, Italie, etc. Mais qui, pour une fois, sur ces sujets-là, suivent, et c'est pas nous les suiveurs. C'est très important et ça fait plaisir. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'aperçois que tu t'éloignes des priorités, du focus, quand il y a un début de stress ou de flou, de doute, comme au début tu en parlais? Est-ce que tu y fais attention et qu'est-ce que tu fais pour refocuser et réaligner tout ça? J'essaye, en tout cas, deux choses. Premièrement, je freine. Si il y a quelque chose que je sens qui m'échappe, ou
Je ne suis pas complètement sûr qu'on soit en pleine maîtrise pour y aller. Je peux freiner, reporter une décision ou changer de décision, premièrement. Deuxièmement, je prends de plus en plus conseil auprès de mes collaborateurs, principalement de mon comité de direction, de mes directeurs, ils sont aussi là pour ça, et de mes actionnaires. Avec cette récente levée de fonds, voilà, j'ai plus d'actionnaires, et d'actionnaires, j'ai la chance d'avoir un super board. Il y a combien de personnes dans le board? 6. J'ai 6 directeurs, 6 actionnaires. Donc c'est pas mal. Et donc de plus en plus, je fais appel à eux parce qu'ils m'apportent. Là où pendant des années, je n'ai pas été seul, mais j'ai été aussi assez seul, oui, assez. Si on peut le dire, hein, derrière le bureau ou derrière les micros, on est souvent seul. Et puis dans ma terre, voilà. Alors évidemment que je pouvais échanger avec mon copain Michel, avec ma femme, avec telle ou telle personne, mais c'est pas la même chose. Là maintenant, il n'y a pas beaucoup de sujets. Il n'y en a même aucun, d'importance, je parle, sur lequel je n'ai pas un minima consulté les uns ou les autres, et il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas évolué grâce aux uns et aux autres. Ouais, ça c'est un vrai plus, c'est sûr. Et puis il y a un alignement normalement des intérêts. Justement dans ces deux groupes. Mais et évidemment, tant du point de vue salarial et surtout des salariés les plus importants de la société que du point de vue des actionnaires, on est tous là pour créer de la valeur sur le moyen long terme. Et on a la chance d'être dans un beau bateau sur un sujet qui a le vent en poupe, qui intéresse, qui est porteur, qui est dans une dynamique. On a la chance d'être dans une société en belle croissance. Hors Covid, la croissance du PIB, c'est péniblement 1,5. Nous, c'est 20, 30, 40 fois plus. Voilà, c'est de travailler dans cet univers-là, c'est exigeant. C'est dur, mais c'est sacrément motivant. On sait pourquoi on bosse. Et en plus, comme on est en B2C, comme on est sur Internet, la plupart des actions, des bonnes ou des moins bonnes actions que l'on fait, à quelque niveau que ce soit, du niveau assistant service client ou magasinier jusqu'au niveau directeur, ça se voit quasiment tout de suite. Un feedback immédiat, c'est sûr. C'est une performance de vente. Belle journée hier. Un bel avis client. Une belle négo fournisseur. Une bonne donnée exploitée, etc., etc. Chacun à notre niveau. Quand on performe bien, ça se voit tout de suite ou quasiment tout de suite. Si on performe moins bien, ça se voit aussi. Ça, c'est... Encore une fois, sur la donnée, c'est le grand plus. On arrive au bout de cet épisode. Ça va faire 1 heure là qu'on échange sur cette belle aventure. Moi, j'en suis vraiment ravi. Je me nourris, comme toujours, de ces échanges, de ces conversations. Si on passe maintenant à une partie avec des petites questions un peu plus fluides, un peu plus légères. Dans 1 an, si tu devais enseigner une matière utile, laquelle ce serait? Lié à l'entrepreneuriat. Moi, c'est c'est véritablement ce que je pourrais apporter, c'est l'aide à créer un dossier et à évaluer un dossier d'entreprise, d'entrepreneuriat.
je pense qu'avec mon expérience et mon aptitude, j'aurai le goût et la capacité à pouvoir transmettre ça à des aspirants entrepreneurs. Et tu n'as aucune implication dans des réseaux, dans des cercles des incubateurs ou des choses comme ça pour l'instant? Aujourd'hui, Si. non, mais ça fait Ouais. partie des projets que j'ai là pour cette fin d'année. Une fois qu'on aura Oui. déménagé et réalisé une partie de nos gros chantiers 2022, notamment notre déménagement, oui, ça c'est ce que j'envisage de faire, justement parce que maintenant aussi j'ai une équipe sur laquelle je peux bien m'appuyer, et donc du coup je peux me dégager du temps, de la ressource, de l'esprit pour faire Oui. autre chose. Et c'est souvent dans cette posture, dans cette position que l'on apprend encore plus quand on enseigne, quand on transmet. Oui, Hmm. parce que Ça clarifie. là aussi c'est un échange et c'est riche pour les deux parties. Hmm. Avec qui aimerais-tu boire un café, boire un verre, si tu avais le choix, personne décédée ou pas, mais si tu avais le choix de passer un moment avec une personnalité, avec quelqu'un que... Si c'était à titre privé, ce serait avec mon grand-père. J'aimerais bien voilà, en savoir un peu plus. Une personnalité publique. C'est compliqué là ce que tu me. Enfin. Des S'il y a grands pas, entre. Pardon? s'il y a pas, moi j'aime beaucoup ta réponse. J'ai pas, Ton enfin père. là, j'ai pas une star qui me. Une Mais star ou non, non, mais enfin un mentor. une star, Hmm. j'entends pas forcément un acteur. Non, ce serait pas un acteur. Euh, euh, J'imaginais bien que En dehors de Sophie Marceau, Lady non, Gaga. j'en vois pas d'autres. Je plaisante. Magnifique. Non mais ton Non, grand-père. non, mais de belles histoires d'entrepreneurs, oui, m'intéressent évidemment. De chefs d'entreprise, entrepreneurs eux-mêmes, ça m'intéresse. Et si tu devais écrire un livre, il porterait sur quoi? Ah, euh, j'en ai déjà écrit un. Ah bon? Oui, j'ai très largement participé, enfin une grande partie d'un livre sur la francophonie. Donc tu vois, c'était dans le cadre de mes relations, de ma première vie professionnelle sur les relations D'accord. internationales. Ça s'appelait Géopolitique de la francophonie sous l'autorité de Jacques Barra, qui était justement mon patron à l'Office franco-québécois, que j'ai très largement écrit. D'accord. Plus que coécrit. Écrit, cet ouvrage. Ouais, moi, j'aimerais bien écrire un beau roman, ouais, un beau roman d'espionnage. J'aimerais bien. Ah, génial. D'où le fait que tu discutes avec ton grand-père pour affiner les énigmes. Peut-être. Super, très très bien. Je le commande hein, déjà. Bon, j'aurais au moins un J'adore. lecteur. Mais je crois qu'il faut au moins un tirage de 1000 ou de 2000 avant d'intéresser une maison d'édition. Donc, Euh, quel pays ou culture tu aimerais découvrir si tu avais le choix? moi, il y a un pays que j'aime beaucoup, c'est l'Italie. Moi, je suis passionné. Alors, je vais pas te dire découvrir, parce que je connais déjà un petit peu, enfin même un peu bien l'Italie avant, mais je n'en connais que sa partie nord. Je ne suis jamais descendu en dessous de Rome. J'aimerais beaucoup approfondir. Enfin, pour moi, si je n'étais pas né français, j'aurais pu naître italien. Tu vois, parce que les paysages, la culture, la nourriture, le vin, enfin, moi, je suis amoureux de l'Italie. Tu vois, pendant des années avec ma femme, on allait, avant que je lance SOS Accessoires, on allait en Italie. Voilà. Tous les étés, on allait en Toscane. Et on a rêvé pendant des années en se disant qu'allez, on se prendra pour notre retraite
un petit appart à Lucca, je ne sais pas si tu connais la ville de Lucca en italien, donc pas très loin Non, non, de Pise. non, je connais pas. C'est une belle petite ville, mais c'est pas une ville musée, c'est pas Hmm. Florence, c'est pas, Oui, oui, c'est une vraie ville, tout en étant une jolie ville entourée de fortifications type Vauban, tu vois. oui. J'adore l'Italie et je suis un petit peu italien. Donc, C'est vrai? oui, magnifique. Ma mère s'appelle Grazie. Ah bah oui. Moi aussi, j'ai ma grand-mère enfin voilà, j'ai une partie de ma famille qui est savoyarde, mais à l'époque où la Savoie était Ah italienne. oui, et oui, et oui. Oui. Bah, magnifique. Très beau point commun. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un livre, un film, une expo, quelque chose là qui t'a marqué ces dernières années et qui nous ferait du bien? Euh, Oh, je sèche là. Vraiment, qui m'est marqué ces derniers temps. Bon, On peut non, j'ai pas. passer. Non, non, écoute, j'ai pas de trucs fantastiques Ok. de cette dernière année écoulée. Honnêtement, voilà, en termes d'expo, c'est quand Tu même étais très très bien, limité tu depuis étais trois bien ans. occupé. Hmm. Et en plus de ça, voilà, dans le cadre de mon boulot, je me rends pas tellement disponible pour ce type d'activité. Et des livres, tu lis pas beaucoup? Si, j'aime beaucoup Orsena comme auteur. Euh, Oui. ouais, ça c'est un. Je mettrai quelques liens alors. Hmm. Si tu avais un bouton no limit devant toi, un petit peu la lampe du génie d'Aladin, qu'est-ce qu'il actionnerait? À titre professionnel, Ce que tu souhaites. avoir la capacité à séduire et à convaincre tous mes interlocuteurs. Hmm. Quel que soit l'interlocuteur, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet, euh, si j'avais cette aptitude là, ce don-là, ouais, ça serait incroyable. Super, Tant à j'imagine, oui. titre privé qu'à titre professionnel. Donc évidemment que ça se travaille, mais après, voilà, arriver au firmament de ça, c'est totalement utopique. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, mais bon, avec toi, j'imagine qu'il y aurait que des, que cette technique serait de la manipulation positive pour aller plus Oui, loin non, dans mais cet attention, voilà, engagement. c'est, C'est ça qui est bien. et ça vient, ça ne doit pas être manipulatoire. Surtout pas. Moi, voilà, je ne suis pas dans cette logique-là, dans cet esprit-là, et je n'aime pas d'ailleurs. Hmm. Je ressens très mal, enfin, comme on dit, des ondes négatives de ceux qui ont ce mode de fonctionnement, Oui, on le voit très vite. en On arrive à général. la oui, pour beaucoup. On arrive à la dernière question. Pour nous, le podcast, c'est aussi laisser une trace, cette notion d'héritage. Et donc, on t'offre la possibilité de laisser un message à tes enfants. Mais mes chers enfants, mes chéris, même si dans les faits, je vous ai moins consacré de temps que ce fameux sixième enfant dont je vous rabâche, cette fameuse société, vous êtes
dans ma tête et dans mon cœur premier. Et tout ce que je fais, c'est aussi pour vous, et je sais que vous le savez. Soyez-en dignes, battez-vous pour vos projets, pour vos idéaux. Un très grand merci, Olivier. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Merci Gaël. Merci Avec pour ton beaucoup de invitation. Merci transparence. pour cet échange. Ouais, super. Un très grand merci. Et puis, je pense que il y a plusieurs d'auditrices, d'auditeurs qui ont peut-être un petit problème là en ce moment dans leur buanderie, dans leur garage, dans leur cuisine. Et je pense que là, c'est bon. Tu les as convaincus et tu leur as montré le n'hésitent pas chemin. à faire appel à nos services. Un Et à grand oser merci. surtout y aller. Tentez de. Et du coup, longue vie à SOS Accessoires. Merci beaucoup. Merci Gaël. À bientôt.